Bonsoir, bienvenue dans BBC Info. Voici le sommaire de ce soir. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi est décédé. Sa disparition ouvre une période d'incertitude politique pour la démocratie tunisienne. Au Royaume-Uni, premier conseil des ministres pour Boris Johnson, un gouvernement composé d'eurosceptiques avec comme objectif un Brexit le 31 octobre. Et dans le cadre de notre semaine spéciale handicap en Afrique, direction le Ghana, où nous nous plongerons dans le quotidien des personnes à mobilité réduite. Béji Caïd Essebsi est mort ce jeudi, quelques heures après son hospitalisation en soins intensifs à l'hôpital militaire de Tunis. Le premier président démocratiquement élu de Tunisie est âgé de 92 ans. Son décès intervient le jour où la Tunisie célèbre la proclamation de la République en 1957. Des célébrations habituellement marquées par un discours du chef de l'État. Retour sur la carrière politique de Béji Caïd Essebsi avec Myriam Lawari. Il était le plus vieux chef d'État en exercice. Vétéran de la politique, il avait servi sous 2 anciens chefs d'État avant de devenir le premier président élu démocratiquement en 2014, 3 ans après la révolution tunisienne. Ministre de l'Intérieur dans les années 60, puis de la Défense et des Affaires étrangères sous le père de l'indépendance, Habib Bourguiba, BCE, comme on le surnommait, a ensuite été président du Parlement au début de l'ère Ben Ali. Puis il s'efface durant l'essentiel des années 90 et 2000. Il était revenu sur le devant de la scène à la faveur de la révolution qui a entraîné la chute de Ben Ali début 2011 et déclenché les printemps arabes. Il devient Premier ministre par intérim de février à novembre 2011 après la chute de Ben Ali. Il a quitté ses fonctions après les premières élections post-révolutionnaires en Tunisie qui ont porté le parti Ennahda au pouvoir. En juin 2012, il a formé son propre parti politique laïque, Ninda Tounes, qui a obtenu 85 sièges aux élections législatives d'octobre 2014. Essebsi devient alors président. Ces dernières années, son mouvement Ninda Tounes s'est déchiré sous l'effet de luttes de pouvoir. Béji Caïd Essebsi souhaitait notamment rester dans l'histoire comme l'artisan de l'égalité entre femmes et hommes en matière d'héritage, obtenant qu'un projet de loi soit présenté au Parlement. Mais le débat s'est enlisé à l'approche des élections prévues cette année. Et il est décédé sans que le texte n'ait été soumis au vote. Le président du Parlement tunisien, Mohamed Ennasser, a été nommé président par intérim. Le décès de Béji Caïd Essebsi bouscule le calendrier électoral. L'élection présidentielle qui devait se tenir le 17 novembre devra désormais se dérouler dans un délai de 90 jours, soit le 23 octobre au plus tard. Pour en parler, j'ai en ligne Hamadi Redissi, professeur de sciences politiques à l'Université de Tunis. Professeur, comment se présente cette période électorale accélérée ? Merci. D'abord, je voudrais présenter mes condoléances à la famille Essebsi, à ses proches tunisiens, dont je suis pour la perte d'être qui a compté énormément dans l'histoire politique de la Tunisie. Maintenant, comme vous venez de l'indiquer, effectivement, la mort subite de Béji Caïd Essebsi bouscule le calendrier électoral. Les élections étaient prévues le 17 et elles devraient avoir lieu le 23 octobre, tout au plus. Et les élections législatives doivent avoir le 6 octobre. Donc je crois qu'il appartient maintenant à l'ISI, c'est-à-dire l'instance supérieure des élections, d'ajuster les délais. Ce n'est pas quelque chose d'extrêmement difficile, apparemment c'est possible de le faire, auquel cas soit elle retarde les élections législatives, puisqu'elle ne peut pas retarder les élections présidentielles, soit faire en sorte que les élections présidentielles aient lieu en septembre plutôt qu'au mois de novembre. Mais là, voilà. Comment les choses vont se... Là, évidemment, il faudra immédiatement ouvrir les délais pour le dépôt des candidatures. Et justement, quels pourraient être les principaux candidats pour cette élection ? Pour le moment, comme les élections présidentielles étaient programmées pour le mois de novembre et que les candidatures ne peuvent être déposées qu'au mois d'août,
il n'y a pratiquement pas, il n'y a que des personnes qui ont l'intention de se présenter, qui sont manifestés l'intention de présenter, mais les sondages donnent aujourd'hui 2 outsiders qui surpassent remarquablement tous les autres candidats, à savoir Nabil Qari, président d'une chaîne de télévision, et un professeur d'université. D'accord. Et dans quel état Béji Caïd Essebsi laisse-t-il le pays? Écoutez, il laisse le pays économiquement mal, mais ce n'est pas sa responsabilité. Politiquement, il laisse un pays déchiré, mais politiquement, mais pas religieusement. Je veux dire qu'il a pensé les blessures du conflit entre les laïcs ou les sécularisés et les islamistes, mais il laisse une division de type politique entre beaucoup d'acteurs et une scène politique fractionnée et éclatée du fait même des dissensions internes qui ont amené à l'éclatement. Merci, professeur Edissi, merci. Je rappelle que vous étiez en direct de Tunis. Le ton s'envenime déjà entre l'Europe et le nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson. Michel Barnier, négociateur en chef de l'Union européenne, a qualifié d'inacceptable les demandes de Boris Johnson de modifier l'accord de Brexit. Le nouveau locataire du 10 Downing Street a quant à lui nommé un gouvernement composé uniquement de ministres eurosceptiques. Olivier Weber. Le voici entouré de sa nouvelle équipe. Boris Johnson a tenu son tout premier Conseil des ministres ce jeudi. La plupart des ministres de son prédécesseur, Theresa May, ont été évincés. Order. Statement, the Prime Minister. Notre priorité est de restaurer la confiance en notre démocratie et tenir la promesse du Parlement au peuple de quitter l'Union européenne le 31 octobre. Moi-même et tous les ministres, nous nous engageons à sortir à cette date, quelles que soient les circonstances. Pour mener cette mission, Boris Johnson a nommé de fervents partisans du Brexit à tous les postes clés. Pas de place pour Jeremy Hunt, son rival battu. Ceux qui avaient soutenu la campagne de Jeremy Hunt sont également évincés. Le nouveau ministre de l'économie est Saïd Javid. My name is Sajid Javid. Il devient le premier musulman à occuper cette fonction. Le fils d'un chauffeur de bus pakistanais, il aura la charge de piloter une économie fragilisée par les incertitudes du Brexit. Aux affaires étrangères, Dominique Raab, un anti-européen pur et dur, qui risque de recevoir un accueil glacial à Bruxelles. Priti Patel, fille de parents indiens d'Ouganda, devient ministre de l'Intérieur. Elle avait été limogée du gouvernement il y a 2 ans pour avoir caché des réunions avec des hauts responsables israéliens. Mais Boris Johnson appréciait en elle sa ferveur pro-Brexit et ses positions dures contre l'immigration. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour maintenir notre pays en sécurité, notre population en sécurité et lutter contre le fléau de la criminalité. Bref, un gouvernement très à droite, entièrement acquis au Brexit, est déjà perçu comme une déclaration de guerre aux modérés du Parti conservateur. Le reste de l'actualité en bref et en images. Encore un naufrage en Méditerranée. Un navire avec à son bord 300 migrants a coulé au large de la Libye. Selon le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, près de 150 personnes ont été secourues, mais 150 sont portées disparues. Les personnes secourues ont été ramenées en Libye, au port de Coms. Le HCR demande régulièrement que les survivants de naufrages ne soient pas ramenés en Libye, où ils sont détenus dans des conditions inhumaines. L'ONG Action contre la faim a demandé la libération de 6 de ses employés, parmi eux une femme enlevée il y a une semaine au Nigeria par un groupe djihadiste qui a diffusé une vidéo des otages. Selon des témoignages, les 6 personnes avaient été vues transportées par le ravisseur jeudi soir vers le nord-est du pays aux alentours du lac Tchad, repère usuel de l'ISWAP. Et puis la chaleur atteint des niveaux inédits en Europe. À Paris, le mercure a grimpé jusqu'à 42 degrés aujourd'hui, un record absolu pour la capitale française. Record de chaleur aussi en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique, au-delà des 40 degrés. Les autorités demandent à la population d'éviter au maximum tout déplacement. Nous poursuivons notre série de reportages sur le handicap en Afrique. Être handicapé est une lutte quotidienne, du manque d'accès au transport à l'impossibilité d'aller à l'école. Cependant, au Ghana, le Parlement a adopté une loi sur le handicap en 2006, donnant au gouvernement un moratoire de 10 ans pour rendre tous les établissements publics accessibles aux personnes handicapées. Mais 3 ans après la fin de ce délai, le constat demeure alarmant. Pierre-Antoine Denis.
Moses Tovor est tailleur au centre de réadaptation d'Accra. Il est devenu handicapé lorsqu'il a contracté la polio à l'âge de 5 ans dans les années 1980. Depuis lors, vivre au Ghana a été un combat quotidien car la plupart des établissements publics ne sont pas adaptés aux personnes handicapées. Prenez par exemple une situation comme celle-ci, où Moses doit traverser ce pont. All of us have the same access, but because of your inability. Nous devrions tous avoir le même accès, mais en raison de notre incapacité à monter les escaliers, même si vous avez quelque chose à faire à l'autre bout de la route, vous ne pouvez pas le faire. Alors, ça me fait de la peine. Neil Kwai Brown est un résident malvoyant de Nima, une banlieue d'Accra. Il doit braver les embouteillages en utilisant les rues tous les jours. Voici pourquoi. Most of our roads don't have pavement. So it's very difficult for us to... La plupart de nos routes n'ont pas de trottoir et il nous est donc très difficile de nous déplacer sur toutes les routes principales. Ceux qui peuvent très bien utiliser la canne blanche sont favorisés, mais ce n'est pas facile pour nous de nous déplacer. But still, it's not easy for us to move around because of the... 10% des 30 millions d'habitants au Ghana souffrent d'un handicap. Une loi adoptée en 2006 offrait un délai de 10 ans au gouvernement pour rendre tous les établissements publics accessibles aux handicapés. Mais 3 ans après la fin de ce délai, il n'y a toujours pas le moindre signe concret. Et parmi les secteurs affectés, il y a évidemment l'éducation. Les malvoyants, par exemple, ne peuvent fréquenter que 7 écoles secondaires de 2e cycle sur plus de 400 au Ghana. Une partie des raisons du retard dans la mise en œuvre de la loi a été attribuée au fait que les gouvernements successifs n'ont pas pris cette question au sérieux. Mais du coup, qu'en est-il du gouvernement actuel ? Avec les nouveaux bâtiments, nous veillons à ce que tout soit fait pour les handicapés. Avec les anciens bâtiments, certains sont capables de le faire, mais d'autres, ce ne sera pas possible compte tenu de la structure du bâtiment. Par exemple, lorsque vous venez au ministère, il s'agit d'un ancien bâtiment qui nous a été donné par l'ambassade américaine. Il n'y a aucun moyen pour que nous puissions le rendre accessible, à moins de mettre un ascenseur. Le Ghana est signataire de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, mais Moses et ses collègues devront continuer à espérer que le pays donne un sens réel à ses obligations internationales. On rejoint maintenant Emmanuel Coste pour la page des sports. Emmanuel, 6 jours après la fin de la CAN de football en Égypte, la FIFA a publié aujourd'hui son classement mondial. Et ce n'est pas surprenant, l'Algérie, sacrée championne d'Afrique, gagne 28 places. Oui, pour se pointer à la 40e place du classement mondial. C'est encore un classement modeste, mais quand même 28 places de gagner, ce n'est pas rien. Alors consolation pour le Sénégal battu en finale de la CAN. C'est toujours la première nation africaine classée. L'équipe du Sénégal est 20e mondiale. Elle gagne aussi 2 places. La Tunisie est 29e, le Nigeria 33e, les 2 demi-finalistes battus. Dans le top 50 également, le Maroc et l'Égypte. Et puis n'oublions pas les 2 inédits de la CAN, le Bénin et Madagascar, quart de finaliste. Le Bénin gagne 6 places pour arriver à la 82e position et Madagascar gagne 12 places pour figurer en 96e position. Les transferts cette saison, bien sûr, on continue avec notre petite rubrique. L'attaquant international camerounais Clinton Djie passe de l'Olympique de Marseille au Dynamo de Moscou et il a signé, d'après le club russe en tout cas, un contrat de 4 ans. Clinton Djie, qui a joué la CAN avec le Cameroun, a été formé à l'Olympique lyonnais et il avait rejoint Marseille en 2016. Autre transfert, l'attaquant international ghanéen Jordan Ayew, qui lui a signé un contrat de 3 ans avec le club londonien de Crystal Palace. Il avait été prêté par Swansea à Palace déjà la saison passée, mais là c'est fait. Crystal Palace l'a acheté pour près de 3 millions d'euros d'après les médias britanniques. Et puis on va terminer comme c'est de coutume en cette période de l'année par le cyclisme. Somptueuse étape du Tour de France, c'était la 18e dans les Alpes avec la descente du col du Galibier. Victoire en solidaire du grimpeur colombien Nairo Quintana. Julien Alaphilippe, Nicolas, s'accroche toujours à son maillot jaune de leader à 3 jours de l'arrivée à Paris. Merci Emmanuel pour cette page des sports et c'est la fin de ce journal.
Merci de l'avoir suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, notamment sur Espace TV. L'information se poursuit sur bbcafrique.com et je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de BBC Info. À demain, bonne soirée à vous.